Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo rugby de la semaine. Elle ne concerne pas le top 14, enfin si elle concerne le top 14 mais elle ne concerne pas les pronos de top 14 puisque le top 14 a fait une petite pause d'une vingtaine de jours après cette 9e journée. C'est le bloc de 9 journées est terminé et c'est le moment de tirer un petit premier bilan de cette première partie de saison. Je suis avec Thomas, journaliste Le Figaro. Voilà, on est là pour faire un petit top flop cette première partie de saison, j'espère qu'il va bien. T'as les 9 journées, on part sur la trêve internationale. Bon, petit avis sur ces 9 premières journées de top 14, tranquillou. Bah ouais, bonsoir. Écoute, c'est toujours aussi haletant. Voilà, il y a cette pause qui va faire du bien, je pense, aussi à certains clubs. Bah non, mais ça joue. On est aussi sur des records historiques d'un point de vue offensif aussi, avec des records d'essais. Donc c'est bien. Et puis on découvre chaque week-end aussi des joueurs intéressants. Voilà. Et puis on voit que ce championnat est très compliqué à pronostiquer, Ah oui, évidemment. Mais tant mieux. Sinon, ce serait pas marrant si on arrivait à pronostiquer tout d'un coup. c'est vrai. Donc voilà, là, quand on regarde un peu le classement, alors à part en haut, bon, il y a quand même des petites surprises déjà. Donc voilà, bon, on apprécie pour le moment. C'est vrai que par rapport à la tier list qu'on a fait en début de saison, disponible sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, liker, mettre vos top flops en commentaire déjà dès le début de la vidéo pour voir si on a les mêmes. Et puis je vais montrer le classement, mais c'est vrai qu'il est différent par rapport à ce qu'on a anticipé en début de saison. Je suis sur le rugby, voilà, vous pouvez aller sur le site All Rugby, il y a les petites stats si vous voulez. Il y a Goradje qui prolonge à Pau si vous voulez, Corvée qui ira à Perpignan. Voilà, ça donne des petites infos sympathiques. Et vous avez le classement donc Toulouse en tête devant l'UBB, La Rochelle est 3ème devant Bayonne, Toulon, Clermont. Et en bas de classement, on retrouve Vannes Lanterne Rouge, le Stade Français, surprenante déception de cette première partie de saison, avec la section paloise. Le Racing est 8ème, Perpignan est 9ème, Lyon est 10ème, Montpellier 11ème. On voit que c'est très très compact. De toute façon, l'an passé, c'était joué à quoi? Un point ou deux le top 6? Ouais. Bah, même en bas, ça a été Oui. quand même assez serré aussi. Donc Voilà, bon. donc rien n'est joué puisqu'il n'y a que 9 points d'écart entre Toulon 5ème et Stade Français 13. Vous voyez bien que ça peut se jouer à pas grand chose. Il y a classement à domicile aussi, voilà, pour un premier bilan, tirer un premier bilan, je vais y arriver. 5 journées, 5 victoires pour l'UBB, tout comme La Rochelle, Clermont et Bayonne et Castres. Donc voilà, c'est des équipes qui sont invaincues à domicile, qui ont assuré. À l'extérieur, c'est Toulouse qui est la meilleure équipe à l'extérieur. 5 journées, 3 victoires, 2 défaites. Clermont, le Stade Français, Perpignan, Pau, Vannes, Castres n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison. Voilà, c'est un petit lot de clubs qui n'ont toujours pas gagné et on pourra enchaîner. Voilà. On a du coup ce petit classement et on est parti sur 3 tops, 3 flops désignés par Thomas. Et on commence par le premier top. Tu m'as sélectionné Bayonne, je crois. Bayonne en premier top. Alors, ton Ah, avis en Bayonne. c'est évident. Ça paraît évident parce que quand on regarde le classement, on se dit, oui, c'est surprenant de voir Bayonne cette place-là, finalement à 4 points du Stade Toulousain que l'Aviron vient de battre. Franchement, moi je me souviens que, et ça je sais le reconnaître, je sais que Brian les avait mis assez haut C'est dans vrai. les Il les a pronostics. mis en top 6. Et alors, fais attention, hein, on Oui. est loin de la fin. Mais c'est vrai qu'il y a eu un début de saison qui n'était pas forcément euh, énorme. En tout cas, on repartait un peu sur les mêmes bases que les dernières saisons avec une équipe un peu irrégulière. Et puis cette équipe-là a retrouvé aussi pas mal de cadres. Et ça a fait vraiment la différence quand on voit Cirelli Makala qui n'a pas été épargné par les blessures, qui revient et qui est, et il faut le dire, le meilleur joueur de la saison actuellement, tout club confondu. Meilleur marqueur Et d'essai, je sur- crois. Encore joueur du Absolument. week-end ce week-end. Il n'y a absolument aucun débat. On peut mettre Jalibert à ses côtés, mais c'est vrai que Bouillot, mais voilà. Makala, c'est quand même assez exceptionnel. Tuilagi aussi, alors qu'il ne fait pas d'énormes différences, mais on sent que c'est un joueur qui apporte. Et moi, je suis vraiment bluffé par deux choses. Déjà, la ligne de trois quarts de l'Aviron, donc Makala, bien sûr, Tuilagi, mais ces jeunes aussi qui poussent. Yohann Rabé à l'arrière, qui attendait Yohann Rabé? À part les supporters de l'Aviron, pas grand monde, mais c'est un joueur très intéressant. Chan Mousquet aussi, le petit ailier qui arrive, qui pourrait faire mal dans les prochaines saisons. Il y a Arnaud Herbin Artegaray aussi, qui est très intéressant, qui est un véritable couteau suisse, capable de jouer à l'aile, au centre, à l'arrière. Il y a Victor Hanoun qui peut montrer aussi qui peut pointer le bout de son nez. On sait qu'il y a aussi Rhys Hodge et Gaëtan Germain qui ne sont pas épargnés par les blessures, qui n'ont pas trop joué.
Il y a vraiment une ligne de trois quarts qui est très intéressante et un recrutement qui a porté ses fruits. On pense à Joris Second aussi à l'arrière, à l'ouverture, pardon. Et ça alterne très bien entre Camille Lopez et Joris Second. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, moi, j'étais quand même assez sceptique sur la ligne d'avant, sur la première ligne, on va dire, enfin sur la première ligne, sur les avants bayonnais, dans sa globalité, notamment dans la profondeur d'effectifs. Et pour le moment, ben, on se rend compte qu'il y a quand même de bonnes surprises. Je pense au jeune pilier gauche Pierre Castillon, qui est très très jeune et qui a fait de super entrées en jeu. Esteban Capilla aussi, international à 7, qui a été très bon en troisième ligne. Donc on verra sur la durée, parce que peut-être qu'il y aura de la casse, il va falloir faire tourner à un moment donné, il va pas falloir cramer des titulaires comme Bosch, comme Tatafou par exemple. Il y a eu Thuria qui est absent 3 mois. Mais pour le moment, le début de saison de l'Aviron, moi je le trouve très bon. Et parce qu'en plus, c'est une équipe qui maintenant est capable d'aller gagner à l'extérieur. Et c'est ce qui manquait à cette équipe ces dernières saisons. Notamment victoire à l'extérieur à Lyon, où ils font un match exceptionnel parce qu'il y a une cap 49-38, c'est affiché juste à l'écran. Et t'es pas loin de gagner à l'UBB, quand même une forteresse assez impressionnante du côté de Chaban. Prochain rendez-vous à Toulon, réception de Stade français, puis après on a la fameuse Coupe d'Europe avec les clubs sud-africains. Fameux Afrique du Sud européen. Mais j'affichais quelques statistiques pendant que t'évoquais Bayonne. Alors elle est là. C'est le club avec la meilleure occupation de terrain, 57,5% d'occupation de terrain sur ses 9 premières journées. C'est l'une des meilleures attaques, voilà, top 5 des meilleures attaques, c'est top 6 dans les meilleures défenses, donc c'est à leur place, et c'est vrai que tu le disais, Bayonne avait du mal à gagner des matchs à l'extérieur, ils ont pris le pas de le faire maintenant. Est-ce que ça va tenir sur la longue? Ça c'est à voir, mais c'est un premier top dans cette saison, et dans cette première partie de saison, en tout cas dans ces 9 premières journées de top 14, et on félicite Brian qui n'est pas là ce soir, mais qui avait mis Bayonne dans ces tops. Maintenant, on verra si la fin de saison lui porte raison ou non. Deuxième top que tu as mis dans ces 9 premières journées, c'est Castres. Castres Olympique, 7ème de ce classement. Le Castres Olympique qui donc est juste derrière Clermont, 23 points, 9 journées, 5 matchs, 5 victoires, pardon, 4 défaites. Ben, Castres, on les avait mis, je me rappelle, à l'intérieur du début de saison, on hésitait pour les mettre limite barragistes. Alors, c'est moi, c'est surtout moi. Hein, Ouais, mais je t'ai un peu suivi. Mais... Je prends la responsabilité de ce choix. En fait, on fait des choix étonnants parce qu'évidemment, en top, on peut citer Toulouse, on peut citer Bayonne, on peut citer La Rochelle qui revient plutôt bien aussi. Mais c'est vrai que Castres, moi, je suis agréablement surpris parce que c'est encore une équipe qui fait du jeu. Bien sûr, voilà, fini l'image de cette équipe chiante à jouer, qui bataille, qui s'appuie sur un bon buteur. Non, maintenant c'est une équipe qui joue, qui marque des essais. Deuxième meilleure attaque de championnat. Ouais, voilà, donc preuve en est. Et, et c'est une équipe qui, moi, me surprend parce que le recrutement, encore une fois, je l'ai trouvé plutôt léger. Je me suis dit, alors peut-être que derrière il y a de la ressource, mais je trouvais que devant, et je trouve toujours que devant, c'est quand même un peu fragile. En tout cas, là aussi, comme Bayonne, j'ai peut-être un peu peur sur la durée, au poste de pilier, au poste de deuxième ligne. Troisième ligne, je trouve qu'il y a du monde, mais voilà, il y a eu bien sûr la blessure de Staniforce qui n'a finalement pas tant pénalisé Castres que ça. Il y avait Gédrasiak qui a été blessé aussi. Mais voilà, j'ai peur sur la durée, mais en tout cas, pour le moment, Castres me. Je sais pas si je peux parler de surprise, mais en tout cas, Castres est toujours là. Ils sont vraiment pas loin du top 3 aussi. Ils ont battu Toulouse. Ils gagnent dans les grands matchs. Face à Montpellier, ils ont vécu vraiment un match difficile. Je les voyais perdre et finalement, ils reviennent encore une fois au caractère sans forcément paniquer. Donc, pour le moment, ils sont dans le coup, les Castrés. Et par rapport à leur recrutement, par rapport aussi au changement qu'il y a eu en interne, puisqu'ils ont annoncé un nouveau manager pour la saison prochaine qui est Xavier Sadourny, pour le moment, Castres est là. Et Castres, pourquoi pas, pourrait continuer à engranger des points. Alors là, il va falloir peut-être régler la mire à l'extérieur, avec notamment un match compliqué à Pau, même si le score ne l'indique pas. Puis cette défaite aussi à Vannes qui est frustrante. Mais pour le moment, ils répondent toujours présents à domicile et pourquoi pas les voir plus haut au fur et à mesure de la saison, même si moi je les ai vus très bas et
force est de constater que je me suis trompé pour l'instant. Et il y a un truc à dire aussi, c'est que sur cette première partie de saison, t'as accueilli Toulouse, tu l'as battu. T'as accueilli Stade Français, tu l'as battu. T'as accueilli Montpellier, tu l'as battu. La prochaine journée, tu reçois La Rochelle et en fin décembre, tu reçois l'UBB. C'est-à-dire que sur la deuxième partie de saison, tu vas devoir aller à Chaban, aller à La Rochelle, aller à Toulouse, aller au Stade Français après avoir comment se comportera le Stade Français. Donc t'as aussi sur cette deuxième partie de saison que des déplacements compliqués en fait. Donc ça peut aussi niveler le regard qu'on peut avoir dessus. Ouais, après, en fait, il n'y a jamais de calendrier facile. Se Oui, déplacer à Vannes, c'est pas forcément facile non plus. Mais tu parles de calendrier quand on voit celui de Bayonne aussi oui. qui recevait Toulouse, qui allait à l'UBB, qui a affronté La Rochelle. C'était Gaillard aussi. Là, bah, finalement, peut-être que Castres peut être frustré d'avoir perdu des points finalement face à Pau, qui est peut-être une équipe qui va lutter pour le maintien. Face à bon, face à Paris, bon, ils ont largement Ouais. gagné, mais face à Vannes, qui va lutter forcément pour le maintien aussi, tu prends même pas un point là-bas. Et face à Montpellier, où finalement, bon, tu gagnes, l'essentiel est là, Montpellier a fait quand même un bon match, mais tu leur laisses un point. Ouais. Donc attention, faut aussi face à ce genre, face à ces équipes qui sur le papier pourraient peut-être jouer, lutter pour le maintien, tu prends pas forcément de points. En revanche, face au gros, tu réponds présent. Voilà, c'est peut-être ce qu'il va falloir changer pour Castres. Et bon courage à l'UBB qui va aller un 21 décembre à Castres. C'est un plaisir aussi. Hein. Oui, Euh, oui. c'est ça. J'ai un truc que j'ai pas montré au début et je pense que pour évoquer Castres, c'est pas mal. C'est un petit tableau récapitulatif qui a été fait par Clément Combe sur Twitter qui compare au bout de 9 journées la saison dernière et au bout de 9 journées cette saison-là le comparatif des points. Donc Toulouse a marqué 6 points de plus que l'an passé au même stade. On voit que Castres a 4 points de plus. Bon, on voit que les deux équipes franciliennes et la section sont les deux équipes qui ont moins de points cette saison au même stade que la saison dernière. Et on évoquera ces équipes-là forcément. Et il y a un tableau qui compare les équipes. Donc Castres, on est là, plus 4, parce que par rapport à la saison dernière, J1, et ils ont pris 4 points. La saison dernière, là, cette saison, ils ont pris qu'un, mais sur d'autres saisons, ils ont pris des points, etc. Donc ça permet de comparer un petit peu les dynamiques. Et on pourra revenir sur ce tableau en détail quand on évoquera les trois équipes qui ont perdu des points par rapport à la saison dernière. Troisième top que tu as sorti, c'est l'USAP. Et ça peut surprendre. Voilà. Alors c'est bizarre. C'est bizarre, mais il faut aussi se mouiller et il faut pas lire que la première page. C'est-à-dire que je vais argumenter, ce top-là, il est plus sous la forme d'encouragement du conseil de classe. C'est-à-dire que l'USAP, moi je l'ai dit, c'est une équipe qui l'an dernier m'a énormément plu. Qui sur le papier est quand même une équipe très plaisante, avec de très beaux joueurs de rugby, une équipe qui est normalement très offensive. Mais en fait, je les mets dans les tops dans le sens où elle a vécu un très mauvais début de saison. C'est-à-dire que c'est paradoxal d'ailleurs ce que je dis, mais il y a eu cette énorme claque assez honteuse à l'UBB, alors même si tu fais tourner, mais c'est surtout que tu fais, enfin non, que tu fais non, mais que tu es décimé en fait. C'est surtout ça qui moi, m'a marqué du côté de l'USAP avec Nombre de des blessés en blessés. pagaille. Ouais. Ah ouais, t'as Tulagi qui s'est blessé gravement, Van Tonder, c'est pareil. À une période, t'avais Oviedo et Ruiz qui n'étaient pas là. Il y a eu de la casse aussi devant, j'ai plus tous les noms, mais McIntyre s'est blessé, Degmash a été blessé. Euh, Derrière, c'est pareil, t'as Nakalevu qui a été suspendu. Crossdale s'est gravement blessé. Je crois que Tanguy aussi s'était blessé. En fait, vraiment, t'avais, je crois, à une période, Bah, t'avais 17 absents. contre le Racing, t'en as 17 qui sont Ouais, blessés et t'en as 2 qui se blessent pendant le match. Donc ça, tu montes à ouais, 19. voilà, c'est ça. Donc, t'as 17 absents, et quand tu regardes les 17 absents, sans mentir, je pense que t'as 12 ou 13 titulaires, quoi. Et t'as pas un problème de Tu peux. prépa physique là à ce niveau-là? Bah, je sais pas, c'est toujours très Oui. compliqué à dire. Après, il y a des équipes qui ont plus ou moins de chance. Je pense à Lyon ces dernières saisons où ça a été calamiteux. Ça a été pareil pour Toulon qui n'a pas eu de chance ces dernières saisons. Maintenant, je sais pas hein, d'où vient le problème, mais c'est vrai que quand tu as 17 absents à un moment donné et que tu fais quand même bonne figure, c'est quand même très positif.
Et cette équipe-là, bon, ben voilà, peut-être qu'on pouvait les voir un peu plus bas. Et au final, je sais pas, il faudrait que tu remontes peut-être le classement, mais ils sont vraiment pas loin du top 6. 4 points. Ouais, bah oui, ils sont pas du tout loin, puisque oui, ils sont à 4 points. Euh, et voilà, peut-être que ça peut basculer en leur faveur quand ils auront ces retours. Mais le plus dur va venir avec il me semble, un gros calendrier. Et voilà, c'est pour ça que je les ai mis en top. C'est plus sous les formes des encouragements, parce que je trouve que voilà, ils n'ont pas eu forcément tous les éléments avec eux. Et même si dans le contenu, c'est un peu irrégulier, c'est un peu inconstant, C'est la pire attaque du finalement, championnat. ouais, voilà. Mais pour autant, Et bon, pourtant, ils l'USAP sont là. est encore là et en tout cas a limité la casse par rapport à ce qu'elle a vécu depuis le début de la saison. Pour cette équipe, prend moins de carton jaune. C'est déjà bien. Et voilà. C'est quelque chose sur lequel elle peut s'appuyer, en tout cas. C'est quand même très important. Exactement. Au niveau du calendrier, tu l'as dit, déplacement à Toulouse, réception de Toulon, déplacement au Stade Français pour ce qui est du championnat, pour ce qui est de la Challenge Cup Ochitas et la réception du Connacht. Pour Perpignan, c'est vrai que le déplacement à Toulouse et la réception de Toulon, ça va être quelque chose à suivre. Bah voilà, ils sont là pour les tops. Est-ce qu'il y a des petites mentions honorables en top rapidos avant qu'on passe au flop? Bah, mine de rien, clairement, c'est compliqué, mais ils sont quand même sixième. Ils sont solides à domicile. Et là aussi, c'est pareil. En interne, c'est quand même assez compliqué. Il y a toute cette pression médiatique. Il y a eu des sorties un peu limitos. Il y a eu des blessés. Et finalement, bon, ben, ils sont quand même sixième. Sur certains matchs, on les a trouvés quand même assez fringants. Euh, mais là aussi, à voir sur la durée. Mais mention honorable, oui, à Clermont quand même. Clermont qui est la pire équipe à l'extérieur Voilà. du championnat, mais qui arrive tout de même à pour l'instant rester dans le top 6 grâce à une solidité à domicile à toute épreuve. On passe au petit flop. Allez, on passe aux petites équipes flop de ce première partie de saison. Et évidemment, qui dit flop dit Île-de-France, et qui dit Île-de-France dit Stade français. Je pense que je suis pas trop dans l'erreur si je dis que c'est la plus grosse déception du début de saison. Voilà, actuellement barragiste, 14 points après 9 journées, 3 petites victoires, 6 défaites. Un bilan pas très très beau. Bon, on pense à chaque fois hein, dans les pronos, on dit ouais, ils vont se relancer, ils vont se relancer. Ouais, ils se relancent pas. Hein. Et puis t'as un derby francilien, retour de trêve. Ouais, c'est l'équipe frustrante par excellence Changement parce que, d'entraîneur et bon, tout en plus. Hein, donc voilà. ouais, voilà, c'est ça. La saison dernière, tu fais une saison énorme hein, en termes de résultats. Là, tu te renforces. Je pense que tu as une meilleure équipe que la saison dernière, même si, on l'a dit et répété, mais il y a quand même des manquements à des postes clés à mon goût, selon moi. Mais c'est une équipe qui a très bien recruté, qui a recruté des joueurs avec un gros potentiel offensif, et c'est ce qu'on demandait au Stade français. C'est vrai que la saison dernière, clairement, parfois on s'emmerdait avec cette équipe, même si elle était très efficace. Euh, Franchement, on savourait pas vraiment ces matchs-là. C'est une équipe qui a recruté des mecs comme Jonas, comme Costa Storti, un garçon comme Yohan Tanga aussi. Donc il y a des joueurs très intéressants, mais ça prend pas. Et ça prend pas pourquoi? Là aussi, il y a eu beaucoup de casses, il faut le dire. Parce que finalement, quand tu as commencé à retrouver une conquête dominante, je pense au match face à Clermont, et notamment Melikidze, bon, qui s'est reblessé derrière, ben finalement, tu as largement remporté le match et tu as fait un très bon match. Et sur les autres matchs, ben, tu bricoles, tu envoies des jeunes. Le pauvre Isaac Kofi, je crois qu'il a à peine 19 ans, ben, il s'est frotté au meilleur pilier du championnat. Enfin, t'es obligé de composer un peu avec toutes ces blessures-là. Et franchement, il y en a beaucoup, notamment devant. Donc, c'est compliqué pour le Stade français, mais c'est compliqué aussi dans le jeu où derrière, t'as pas d'inspiration. La charnière n'est pas très inspirée non plus. Mais on sait aussi que les trois quarts et la charnière dépendent aussi de ton paquet d'avant. Donc, si t'as pas de touche, t'as pas de mêlée et t'as une conquête qui n'est pas bonne, bon, bah, c'est compliqué d'exister.
Donc, ouais, là pour le moment, les résultats du Stade français ne sont pas bons, clairement. Avant-dernier du championnat, quand je crois que c'est le deuxième plus gros budget de la division, c'est quand même assez honteux même. Donc, voilà, il va falloir absolument gagner en constance pour le Stade français. Parce que, encore une fois, le match face à Clermont était de très bonne facture. Et derrière tu penses pouvoir faire quelque chose à La Rochelle, t'es dans le coup, et en fait, tu craques complètement parce qu'il te manque de la fraîcheur physique et il te manque des joueurs. Donc moi, j'attends de voir vraiment cette équipe au complet pour voir ce qu'elle est capable de faire. Et peut-être qu'on pourra se faire un jugement un peu plus précis. Surtout que bon, retour de calendrier, t'as un derby contre le Racing. Les deux sont voisins, ça va être un match compliqué, sachant que la situation Racing est pas non plus flamboyante. Et tu vas à Bayonne derrière. Et Bayonne, faut pas se faire cartonner au vu de la forme de l'avion bayonnais. Ouais, ouais. Mais on va l'aborder un peu après. Mais ce match face au Racing, il est déterminant, hein. Ah oui. Il est déterminant pour les deux équipes et ça peut peut-être clairement changer le cours d'une saison. Donc, on verra parce que dans les têtes, déjà, ça peut changer beaucoup de choses. Gagner forcément un derby, même si bon, ce terme de derby m'emmerde un peu parce que je trouve que c'est un derby qui est quand même sans engouement, qu'on va pas se mentir. Mais bon, ça peut jouer, ça peut vite basculer. On s'est vite enflammé aussi après la victoire face à Clermont. On s'est dit, tiens, on a retrouvé le Stade français, ça y est, le Stade français est revenu. Et puis, bon, en fait, tu prends 35-18 à La Rochelle. Bon, à voir. Comparaison par rapport à son dernière, ils sont à -9. Voilà. Ouais. Leurs équipes. Jusqu'à là, quand t'es demi-finaliste l'an passé et que tu galères en fond de tableau cette saison, c'est pas étonnant. Petite stat, c'est l'avant-dernière attaque du championnat et c'est l'antépénultième défense de top 14. Donc il n'y a pas grand-chose qui va du côté du Stade français et c'est un deuxième flop. Pour le calendrier, est-ce qu'on peut aller plus loin pour ne voir que Racing Bayonne? Derrière, réception de Perpignan, déplacement à Toulouse, réception de Bordeaux. On va dire que jusqu'à début 2025, c'est pas le calendrier le plus simple. Non, ça c'est sûr. Et... Mais déjà, il va falloir assurer à domicile. Mais si le Stade français veut tutoyer les premières places, il va falloir gagner à l'extérieur. C'est vrai que quand on voit le calendrier, c'est pas Même simple. jusqu'à février, hein, parce que derrière, t'enchaînes à Vannes, ça peut ne pas être simple en fonction de Ouais. la situation de Vannes. Réception de Pau, bon, Pau, et on évoquera tout à l'heure la section. Et après, tu vas à Toulon, c'est pas non plus simple. Donc, ouais, inquiétant le Stade français, et on verra comment ça s'en sort sur cette seconde partie de saison. Deuxième flop, eh ben, on reste en Ile-de-France, puisqu'on va évoquer son copain le Racing. On a commencé à parler un petit peu du Racing, alors qu'il s'est remis un petit peu à l'endroit, 8ème du championnat, un peu loin des objectifs fixés, 22 points. Ils sont quand même pas largués, mais le début de saison était quand même pas beau. On reste sur deux victoires quand même le Racing. Une victoire à Pau pour la dernière journée, juste avant la petite coupure qui va faire du bien. Et ce qui fait qu'à l'extérieur, le Racing est une des meilleures équipes de ce championnat, avec 2 victoires et 3 défaites en 5 journées. Contrairement à domicile, où c'est un peu plus compliqué. Ton regard sur ce Racing-là, il y a moins d'alerte qu'au Stade français quand même. On va dire. Ouais, mais bon, tu parles de domicile extérieur, je suis pas sûr qu'à domicile, il joue vraiment à Oui, domicile. c'est Ah, vrai, voilà, mais bon, oui, c'est vrai. peut-être pour ça qu'il brille plus à l'extérieur. Bon. En tout cas, bah, le Racing se reprend quand même un petit peu. Victoire face à Perpignan, même si franchement, c'était pas glorieux. Mais victoire à Pau, il fallait le faire. Il fallait le faire, et voilà, tu laisses pas de points à Pau, et tu gères assez bien ton match. Donc le Racing finit ce petit bloc sur une bonne note, sur deux bonnes notes même, mais on est en droit de demander plus à cette équipe. On peut pas, même si encore une fois, et je trouve que un peu comme le Stade français, il y a vraiment des manquements à certains postes, mais cette équipe-là, ouais, voilà, tu es en train de le montrer. L'équipe qui prend le plus de cartons. Ouais, voilà. Équipe très indisciplinée, qui dans le contenu est quand même assez dépendante aussi de certains joueurs. Je pense notamment à Nolan Le Garec. On attend énormément de Joshua Tuisova, mais le problème c'est que Joshua Tuisova, il peut pas tout faire, hein, aussi. Quand tu as un pack d'avant qui n'est pas dominant, Joshua Tuisova, bon, il peut pas tout faire. Le recrutement, bah, tu es obligé de donner une mauvaise note, même si tu as le troisième ligne sud-africain, Daimani, que j'avais mis aussi dans les joueurs à suivre, C'est vrai. qui fait plutôt de bons matchs.
Mais bon, pour le reste, ça reste quand même fragile, inconstant. Bah, voilà, à voir, on a parlé de ce match face au Stade Français, ça peut être aussi un déclic. Mais pour le moment, c'est une équipe qui n'est pas très emballante et qui est quand même loin du compte et loin des ambitions qu'elle doit se fixer. Il y a le cas d'Alan Lancaster, qui est quand même un des joueurs qui, je crois, qui est dans peut-être le top 3-4 des joueurs qui ont le plus joué depuis le début de saison avec le Racing. Ça pose un peu question. Il y a le Cowen Et ouais, Farrell qui vient d'arriver, il s'adapte. Parce que tu as un regard sur ces deux joueurs de la perfide Albion finalement. bah, ouais, bon, Dan Lancaster, c'est compliqué parce que Tiens sur bon, Albion, ça va. il vient de seconde division anglaise des Tralfinders où il n'avait pas énormément joué. Il est jeune, hein, il n'a que 23 ans. Mais c'est vrai que bon, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il a autant enchaîné, pourquoi il a autant joué aussi au poste de centre. Il a rarement été déterminant, même si à Pau, il s'est quand même défendu. Je trouve qu'il a même été bon. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. On verra, on verra. Peut-être que c'est un joueur à force de jouer et avec de la confiance qui pourrait se révéler. Mais bon, pour le moment, c'est pas forcément une satisfaction. Même si j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on attendait vraiment de Dan Oui, Lancaster, pas à grand-chose. part pas grand-chose. Mais en revanche, oui, Owen Farrell, là, t'attends de la sûreté, un joueur qui t'apporte. Quelque chose déjà dans le jeu, dans le tir au but, mais finalement, c'est pas lui qui les tire. Et il n'y a pas d'apport, en fait. Il n'y a pas d'apport. Et en plus, c'est un garçon qui a failli plomber face à Perpignan en prenant un carton jaune très stupide, très très stupide. Euh, pour le moment, bon, c'est pas le grand Owen Farrell. Il est sorti contre Pau aussi sur blessure. Ouais, à voir ce que ça va donner. Après, il faut aussi qu'il prenne ses repères. Évidemment, il joue avec de nouveaux joueurs à la charnière. C'est une équipe qui tourne aussi beaucoup, hein, autant devant que derrière. Euh, on verra, mais pour le moment, oui, on est en droit d'en attendre plus d'Owen Farrell et du Racing. Bon, c'est par rapport à l'an passé. Ouais, bah après, Owen Farrell est un peu à l'image de cette équipe en fait. C'est C'est ça. pas, pas flamboyante, on attend un peu plus. T'as quelques circonstances atténuantes, mais c'est pas non plus du très très grand Racing. Au niveau calendrier, parce qu'on a commencé à évoquer le calendrier du Stade français, celui du Racing est pas non plus hyper simple, je crois. Puisque prochaine journée, donc il y a le match contre contre le Stade français. Derrière, tu vas à Clermont, qui, on l'a dit, est très efficace Mais non, tu reçois Toulouse. tu reçois Toulouse, pardon, je sais pas ce que j'ai eu la ligne de 4, pardon. Tu reçois Toulouse, ça va être un match à gagner, mais ça va être compliqué. Tu vas à Montpellier, c'est dur. Tu reçois Lyon. Tu vas à Toulon, c'est pas non plus des matchs très simples. Mais je vais te dire, dans ce top 14, il n'y a pas beaucoup de matchs qui sont très simples quand même. Mais bon. Non, mais tu vas devoir, comme à Pau, aller chercher des victoires extérieures. Mais ça, c'est aussi un motif de satisfaction. C'est que le Racing est performant à l'extérieur. Et on sait que un maintien ou une qualification passe souvent par ces victoires à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un motif de satisfaction. Mais c'est sûr que bon, il va falloir quand même gagner des matchs à domicile parce que ça reste un peu la base. Il va falloir être beaucoup plus sûr à domicile. Même si à domicile, je ne sais pas où c'est parce que d'un côté, tu es à Créteil, après tu te balades dans la salle de concert de la Paris La Défense. Donc, Ouais, visite. bon. Visite l'île de Ouais, ouais, France, c'est sympa. visite, Ils iront à mais mine Auxerre de rien, peut-être à un je moment pense que ça donné. compte. Oui, Je bah pense oui. que ça compte Ah, quand quand t'as même. pas ton stade, tes repères, Ah ouais. ton Surtout identification que c'est même. pas la même pelouse, hein. C'est pas la même pelouse. La Oui, en pelouse de plus. Créteil, c'est quand même pas du tout la même chose que l'Arena où tu joues sur synthétique où ça va à 3000 et qui est peut-être un peu plus fait pour le jeu du Racing. Euh, mais bon, on verra par la suite. Puis ça peut être un avantage pour le Racing si tu reçois un peu plus d'équipes en hiver que d'autres déplacements, bah tu joues plus souvent sur des conditions sympathiques, sur synthétique. Si t'es à Ouais, la c'est Défense ça. Arena, ça peut jouer aussi. C'est des petits détails, mais le fait que t'aies pas de stade aussi, ça perd peut-être l'identification que les gens peuvent se faire aussi à ton club.
Ça, c'est un débat plus général. Dernier flop, Ouais. avant de faire le dernier flop, vous pouvez donner vos top flops dans les commentaires. Je l'ai dit, likez, vous abonnez si ça vous plaît. Bientôt à 1500 abonnés sur cette chaîne YouTube, donc ça fait plaisir. Et des vidéos de foot aussi. Voilà, parce qu'on parle de foot également. Et on fera une petite vidéo sur le Paris Saint-Germain ce week-end, parce que c'est un sujet à évoquer. Pour le ballon rond, dernier flop de cette vidéo, c'est la section paloise. 12e, sur gros courant alternatif en début de saison, puis récemment sur gros courant négatif, finalement, puisque 3 défaites consécutives sur les 3 dernières journées, tout simplement pour la section paloise, qui est une équipe qui ne performe pas plus que ça. C'était un peu la surprise de l'an passé. Et sur ce début de saison, c'était une équipe qui, on ne sait pas trop comment la juger. Est-ce que tu en sais un peu plus là, de comment juger cette section paloise? Ouais, disons que je vais pas te mentir, je suis pas forcément étonné de les voir dans cette position-là. Dans le sens où bon, c'est une équipe qui a eu quelques absents aussi, quelques blessés, mais c'est une équipe qui, selon moi, manque cruellement de profondeur d'effectif. Je trouve qu'on s'est quand même énormément emballé. Alors encore une fois, peut-être que je vais me tromper sur le reste de la saison, mais on s'est énormément emballé sur le recrutement de la section, qui sur le papier, compte tenu des moyens de cette équipe et surtout de cette volonté de promouvoir des jeunes et aussi d'aller dénicher des talents peut-être de division inférieure, mais ça reste, pour le moment, on ne voit pas d'apport positif, en tout cas, de ce recrutement-là. Devant, je pense notamment voilà, au 8 de devant, où je trouve que tu n'as pas forcément une équipe qui est dominante. Et derrière, tu es peut-être un peu moins brillant aussi que les saisons précédentes. Euh, mais voilà, je ne suis pas forcément étonné de voir la section paloise à cette position-là, même si c'est une équipe qui est vraiment capable de faire de très grandes choses. Euh, mais pour le moment, c'est une équipe qui, bon, Je veux dire, elle a sa place, parce que c'est la 10e défense, 10e attaque, 10e équipe en termes de carton jaune pris. Et ils sont 12e du classement, ils sont 10e à domicile, 11e à l'extérieur. Ils sont vraiment à leur place, quoi. Je veux ils dire, sont plutôt dans la régularité. Ouais, c'est pas de la très bonne régularité, Oui. mais bon, surtout là, tu viens d'enchaîner aussi 3 matchs sans victoire. Ça fait mal, Ils tu perdent perds face face à au Racing. Toulouse, Ouais, à tu perds face Bordeaux au et Racing. face au Racing. Ouais, alors après, là aussi, ça reste un motif de satisfaction de te dire, bon, ok, tu perds tes 3 matchs. Bon, oui, face au Racing, il faut le gagner ce match. C'est sûr que face à Toulouse et face à l'UBB, c'est bien plus dur. Mais on sait que Pau a quand même a cette capacité depuis des années en top 14 à être quand même très solide chez lui. Et là, c'est une équipe qui est un peu plus en difficulté. Donc, moi, j'en attends aussi un peu plus dans le jeu, dans la conquête de cette équipe et surtout dans la profondeur d'effectif parce que je pense je trouve qu'en fin de match, cette équipe-là manque de jus, manque de pep. C'est peut-être qu'il manque un ou deux joueurs à certains postes pour pouvoir parfois faire la différence. Donc, voilà. Je pense que c'est pas dramatique. Je pense que c'est une équipe qui s'en sortira, mais voilà, c'est un petit avertissement quand même. Même s'il faut pas comparer les saisons, c'est toujours très Hmm. compliqué de comparer les saisons, mais la saison dernière, tu as flambé. Là, c'est un peu plus compliqué. On va voir aussi pendant la période de doublon. Ça peut être une période qui peut avantager la section. Mais pour le moment, c'est pas fameux. Rendez-vous à Montpellier, réception du Loup, réception de Toulon, réception de Vannes et déplacement à Castres. Voilà, comme ça, après, ils commenceront l'année 2025. À Castres en plein mois de janvier, ça fait plaisir aussi. Il y a quand même certaines satisfactions en termes de joueurs. Je pense à Tissogbe notamment, qui peut être une des satisfactions de la section. Ouais, un peu dans le dur face au Oui, Racing là. Mais ouais, ouais, tout à fait. Après, tu as aussi des joueurs moi, qui me surprennent, comme Loïc Redoz qui arrive d'Oyonnax. Tu as aussi. Tiens, j'ai perdu son nom. Sacha Zeger aussi, qui depuis quelques saisons s'est vraiment imposé à ce poste de troisième ligne et qui, moi, me fait à chaque fois bonne impression, qui grandit vraiment en même temps que le club et qui a beaucoup évolué sous les conseils de Sébastien Piccheroni. Et, euh, et puis, un autre joueur aussi que j'adore, que j'apprécie, et c'est une très bonne nouvelle pour la section paloise, c'est Beka Gorgadze,
qui fait partie des meilleures troisième lignes du championnat, euh, qui est, euh, qui est tout simplement un monstre qui là a été relativement épargné aussi par les blessures, alors que ces dernières saisons ça a été un peu dur pour lui. Mais c'est un joueur brillant. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, la section, avec des joueurs très intéressants à certains postes. Il y a des joueurs que l'on n'a pas trop vus encore qui pourraient aussi apporter un petit plus. Et il faut qu'ils apportent un peu plus. Mais pour le moment, section stagne. Et il va falloir quand même se mettre à l'abri rapidement pour éviter de ne pas trop flirter avec la zone rouge quand même. Et la petite analyse de Clément Comte par rapport à son tableau -12 par rapport à la saison passée, c'est que les bonus défensifs qui arrivent à gratter la section, bah si, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à les obtenir. Il y a un truc qui peut jouer pour la section 6, c'est peut-être cette expérience de top 14, et peut-être par rapport à Van. Si tu dois jouer le rôle maintien, c'est que tu as cette expérience du top 14 et du maintien. On va voir où finira la section. Est-ce que le Stade français va remonter? Ça va être serré. La course au top 6, au top 2 et au maintien va être extrêmement serrée. Pareil, est-ce que tu as une petite mention honorable en flop? Un petit club dont on a pas parlé, mais qui fait pas non plus un début de saison exceptionnel, quoi. Ouais, Montpellier, dans le sens où c'est une équipe qui a du mal à enchaîner. Là, à Castres, je les ai trouvés intéressants face à La Rochelle. Vraiment, ils avaient sorti. Sur un terrain, la Ouais, vache. c'était vraiment. Les conditions étaient catastrophiques. Mais alors, par contre, les Montpelliérains ont fait un match titanesque en défense. Et là, je m'étais dit, ce match-là peut être un déclic parce que dans les têtes, il y a eu énormément de solidarité, de courage, et finalement, tu arrives à gagner un match face à une grosse équipe de La Rochelle. Enfin, c'est une grosse équipe en général parce que c'est vrai que sur ce match-là, Bah, les à Rochelais. l'extérieur, les deux dernières sorties de La Rochelle n'étaient pas non plus. Ouais, c'est ça. Mais et puis finalement, tu arrives à prendre un point à Castres et t'es longtemps dans le coup. Et ce match-là, tu peux le remporter. Donc on verra maintenant comment Montpellier va enchaîner, mais il va falloir gagner en régularité parce que tu perds à Paris qui est quand même qui était prenable. Face à Vannes, tu te fais très peur. À Toulon, bon, t'es un peu dans le coup, mais finalement tu craques. Donc ouais, pour le moment, c'est quand même pas fameux compte tenu aussi du recrutement des Montpelliérains. Prochain match, Montpellier-Pau. Ça, au moins, ça va pouvoir. Important aussi. Déplacement à l'UBB et réception du Racing. Entre deux, il y aura la fameuse Coupe d'Europe qui n'est plus en Europe. Et on va pouvoir avancer pour ce top 14. Bah, écoute, on va pas parler de Van par exemple, mais les gens pourront nous dire en commentaire ce qu'ils pensent de Van. Est-ce que Van va. Est-ce que Van s'est pas trop accroché sur des matchs qui nécessitent pas de s'accrocher et va peut-être pas exploser en deuxième partie de saison? On s'est posé la question. Après, il y a eu aussi un turnover Oui. assez intelligent de la part du staff pour essayer de gérer ça. Moi, je me souviens du match face à Toulon où je crois que jusqu'à la 50e, ils sont dans le coup. Ils sont même devant et en fait, ils explosent totalement parce que leur banc était assez faible et celui de Toulon était plutôt costaud. Euh, mais c'est une équipe qui encaisse beaucoup de points quand même, Van, hein. Là, on le voit, ça doit être l'équipe qui encaisse le plus de Eh points, ben, je vais te le dire peut-être sur la pas loin. défense. Mais Ben, Van est la pire défense, 319 points encaissés, pas grand-chose. 119 points, C'est beaucoup. ça reste énorme. Mais je ne les ai pas forcément mis en flop parce que euh, on va pas se mentir, on les voyait dans ces eaux-là Oui. aussi, peut-être à ce stade de la saison. Alors, ils auraient pu nous surprendre, et d'ailleurs, ils ont fait quand même de beaux matchs, hein, faut le dire, notamment face à Castres. Mais bon, voilà, ils sont un peu dans les choux pour le moment. Ils ont ce match à Perpignan qui est quand même assez décevant parce que on avait entendu des déclarations des C'est joueurs un match vantés important, quoi. qui voulaient prendre 4 ou 5 points à Perpignan. Au final, tu rentres avec 32 points dans les valises, ça fait un peu mal. Ben, on va voir, on va voir. C'est vrai que ça fait. Voilà, ils ont perdu aussi ce match face au Racing à domicile. Je sais pas. En tout cas, c'est le comportement de cette équipe à l'extérieur qu'il va falloir voir aussi parce que t'es pas forcément très en forme chez toi, dans ton stade, mais il faut aussi compenser avec des victoires à l'extérieur. Pour le moment, ils ne sont pas décrochés et ils pratiquent aussi un jeu par moment qui est intéressant. À Clermont, ils prennent 55 points, ils en marquent quand même 33.
c'est pas mal. Face à Castres, ils en mettent 34. Il y a quand même de bonnes choses. Donc, tout n'est pas à jeter. Mais bon, pour le moment, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que bon, nous, on avait pronostiqué une saison difficile pour Vannes. Ouais. Et pour le moment, ça se confirme sur ce Ah, premier c'est volet. la première en top 14 aussi, c'est la saison C'est d'apprentissage. dur, hein, c'est dur. Donc le Tu arrives calendrier est avec pas des simple. moyens Oui. limités par rapport à d'autres équipes. Ton recrutement est forcément plus léger que les autres équipes, donc c'est compliqué. C'est la première expérience. Beaucoup découvrent aussi le top 14. Bon, voilà, c'est aussi normal. Réception de l'UBB, déplacement à La Rochelle. Attention, parce qu'à La Rochelle a des flandres solides, les Rochelais. Donc attention à pas prendre une valise. Pourrait faire un peu mal au moral. J'ai peur qu'ils explosent vraiment en deuxième partie de saison. Et j'ai envie de te dire, repartir en Pro D2 pour mieux remonter l'an prochain. Et cette fois revenir avec de l'expérience, ça pourrait être pas mal aussi. Maintenant, on verra ce qui adviendra des Vantés, des Bretons pour cette saison de top 14. Bah voilà, nos 3 tops, nos 3 flops, ils sont affichés. On a parlé de quelques autres clubs aussi. Bon, pour terminer rapido, c'est ce que tu as. Bon, on a parlé de Makala, joueur peut-être de la première partie de saison. Est-ce que tu as un autre joueur peut-être à mettre en exergue pour finir? Tu me prends de court, hein, mais Ouais, je sais. ouais, ben, j'ai évidemment parlé de Jalibert, Ouais. bah, qui a plané avec l'UBB. Franchement, son début de saison, il est exceptionnel. Il est dans tous les bons coups. Il est sûr défensivement. Il est bon dans son jeu au pied d'occupation. Bah, honnêtement, il est vraiment très très bon, quoi. Donc oui, il y a Mathieu Jalibert. Après, bah, j'ai cité Castres, donc je vais citer un Castré aussi avec le numéro 8, Abraham Papali aussi. Joueur très très puissant qui a joué au rugby à 13 et qui vraiment fait beaucoup de bien à cette équipe de Castres qui les met tout le temps dans l'avancée. Donc joueur très intéressant et joueur aussi très en forme sur lesquels Castres peut s'appuyer aussi en l'absence, on l'a dit, de certains cadres comme Stani Force. Donc bon voilà, je t'en ai Parfait. donné trois. C'est J'ai bien vrai. aimé Léo Berdeux, même s'il a été un peu plus en difficulté face à Bayonne, mais c'est vrai qu'il fait aussi un gros début de saison. Et finalement, ses performances sont aussi un peu dépendantes des résultats de Lyon. Donc La charnière voilà. lyonnaise a quand même montré quelques signes de satisfaction. Ouais, bah, comme Toujours. souvent. Puis Léo Berdeux était revenu aussi l'an dernier d'une grave blessure, et je trouve que là, il revient très bien. Son début de saison est vraiment très bon. Donc voilà. Eh ben parfait, on a fait une vidéo sur Mathieu Jalibert, parce que c'est un anniversaire il n'y a pas longtemps, parce qu'on a parlé de lui en équipe de France. Il y a une vidéo sur le 15 de France qui est sortie pour aborder cette Autumn Series. On a fait une vidéo plus axée sur Mathieu Jalibert pour savoir s'il devait partir ou rester de l'UBB. Il y a les vidéos prono chaque semaine de rugby, donc c'est pour ça qu'il faut s'abonner et activer la petite cloche. Il y a 90% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça nous ferait plaisir. Nous soutien, mettez un petit like, un petit commentaire avec vos top flops, et nous, ben, on va vous souhaiter un très bon match du 15 de France contre le Japon pour ceux qui vont regarder ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo pour évoquer ce 15 de France là contre les All Blacks. Et on espère que le sport vous passionne tout autant. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao tout le monde.